Quand je suis dans une voiture, je ne peux pas dire j'aime ou j'aime pas la voiture est nécessaire. Dans un procès, quand les médias me posent des questions, je leur réponds. Cette espèce de miroir aux alouettes que les journalistes tendent aux avocats ne m'intéresse pas du tout. Quand vous avez un peu l'habitude des médias, vous essayez de faire court, vous essayez de faire choc. Moi, j'ai confiance dans votre justice. Okay. S'il parle à la télévision comme on plaide, il va être ridicule. Il y a très bons avocats à la barre qui sont nullissimes devant la caméra et l'inverse. Ils adorent se montrer, ce sont des coqs. Ils parlent d'abord dans l'intérêt de leurs clients. En tout cas, c'est ce qu'ils disent toujours. Et parfois, il faut bien reconnaître aussi que les avocats parlent tout simplement parce qu'ils aiment bien parler. C'est clair qu'il y a des avocats qui commencent par chercher où sont les caméras avant de s'exprimer. Dans la mesure où les avocats ont certainement un ego déjà développé, ils finissent par s'alimenter définitivement devant les médias. Une fois, un avocat savait qu'il devait passer à la télévision, il était venu s'acheter une robe exprès pour ça. L'avocat ne doit pas utiliser les médias pour faire un show, pour se faire de la publicité. La médiatisation ne peut pas faire de mal à un cabinet et à son chiffre d'affaires. Ou alors ça serait désespérant. À quoi servent les médias et les journalistes dans ce cas-là? La médiatisation a sûrement une certaine influence sur le cours du procès. Mais quelle influence? C'est l'affaire qui fait l'avocat, et non pas l'avocat qui fait l'affaire. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Robe noire, voix de stentor, regard dur, les avocats impressionnent. Citoyens à part, dernier rempart des libertés publiques, ils sont aussi de formidables machines à communiquer. Est-ce que vous-même, avocat, vous n'avez pas été un petit peu... Sur Internet, à la radio et à la télévision, ils savent occuper l'espace médiatique en maniant l'art de l'éloquence. De leur côté, les médias se délectent de ces stars faussement modestes. Alors pourquoi les journalistes sont-ils si friands de leurs bons mots? Pourquoi les avocats se pressent-ils devant leur caméra et leur micro? Quelles sont leurs stratégies médiatiques? La publicité est officiellement interdite, alors défense de leurs clients ou pub déguisée. 27 janvier 2010, palais de justice de Paris. Une foule de parents et d'amis se presse devant la chambre de la cour d'appel pour assister à la prestation de serment d'une cinquantaine de jeunes avocats. Ce qui est inhabituel, c'est la présence massive de micros et de caméras. La raison de cette affluence, c'est une personnalité qui va endosser la robe d'avocat aujourd'hui. Vous l'avez cachée où, Rachida? Elle est dans ma robe. Cherchez-la. La star tant espérée, c'est Rachida Dati. Pour une fois, l'ancienne ministre semble ne pas vouloir dévoiler sa dernière robe à la presse. Ce qui devait être une fête vire à la foire d'empoigne. Photographes et caméramens sont refoulés par les gendarmes. Elle est déjà partie, elle a mis sa robe, elle s'est cassée direct. Hein. Ouais, direct. Ouais, Eric Hadj est photographe de presse. Bon, c'est elle, on peut dire que c'est elle. En se faufilant, il a réussi à prendre quelques clichés du serment de l'ex-ministre. Quand on a été un personnage public, on peut continuer à l'être même après, on ne se sert pas de la presse avant, et enfin quand on veut. Se servir des médias, une vieille habitude qui n'appartient pas seulement à Rachida Dati. Dès l'apparition de la presse, les hommes de loi ont su se médiatiser. L'image de l'avocat apparaît véritablement au milieu du 19e siècle, avec l'essor des gazettes judiciaires. La figure de l'avocat devient très vite incontournable. Une représentation très contrastée, à charge et à décharge. Les caricaturistes de l'époque le représentent parfois comme un héros désintéressé, défenseur de la veuve et de l'orphelin, mais souvent aussi comme un homme cupide qui floue ses clients. Pire encore, il apparaît parfois comme un incompétent notoire. Jusqu'aux années 50, le public se passionne pour les grands procès et découvre les ténors du barreau, des hommes dont l'éloquence fascine les foules. À la fin des années 60, ces grands avocats prennent leur retraite. Une époque se termine.
Là, on voit disparaître quasiment cette figure de l'avocat puisque la génération qui suit ne s'impose pas, ne parvient pas à s'imposer. Ils sont encore trop jeunes, il n'y a pas véritablement de grands procès à l'époque. À partir de 1954, après les excès du procès Dominici, caméras, micros et appareils photo sont interdits de séjour dans les prétoires. Les avocats perdent de leur superbe. Alors pour relater leur plaidoirie, les chroniqueurs judiciaires prennent du galon. Et parmi eux, un personnage haut en couleur, Frédéric Potcher. Le créateur du reportage judiciaire à la télévision, c'est Frédéric Potcher. Frédéric Potcher, il n'avait besoin d'aucune image. Frédéric Potcher, il se campait plein champ en face de la caméra et nous avions un numéro extraordinaire de 10 minutes qui mimait l'audience, qui s'expliquait, qui vivait, qui la revivait. Et Léger alors l'a dit, j'affirme que M. Taron, c'est tout. Maître Vizsavona, lui aussi, adjure Léger de dire la vérité et comme Léger se tait, alors l'audience reprend son cours normal. Merci Frédéric, en tout cas. Je le regardais, j'avais l'impression de voir un géant, quoi. J'étais intimidé comme un gamin devant le Père Noël médiatique, quoi. J'étais fasciné. Au début des années 70, une nouvelle génération d'avocats prend le pouvoir, arrive sur la scène médiatique. C'est Robert Badinter, Thierry Lévy, Paul Lombard également, pour défendre des causes qu'ils estiment importantes, faire avancer, faire progresser la société. L'idée de l'avocat qui fait avancer, qui a un rôle démocratique très fort, joue beaucoup dans ces années 70. Les années 70, c'est l'époque où le débat sur la peine de mort secoue la société française. Les abolitionnistes les plus en vue comprennent que la télévision peut servir leur cause. Robert Badinter, sourcil en bataille et regard ombrageux, sort de l'anonymat de son cabinet pour s'exposer devant les caméras. Il devient l'emblème de la lutte contre la guillotine. Vous avez été un avocat médiatique. Qu'est-ce qui fait... Vous avez été un grand avocat pénal. Non, je récuse tous les adjectifs. D'accord. Il n'y a pas de grands avocats, il y a de grandes causes. J'ai connu des avocats admirables. Personne ne les a connus. Ils étaient admirables, mais personne ne les connaissait. J'ai connu des avocats célèbres, c'est pas la taille grand ou petit, dont la réputation était à mon sens au-delà de leurs moyens. Effectif. Entre la réputation, la notoriété et la capacité, il n'y a pas identité. Devenu garde des Sceaux en 1981, du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, il prononce un discours en forme de plaidoirie. Grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. De tout mon cœur, je vous remercie. Sous l'œil des caméras de télévision, la peine de mort est abolie. Robert Badinter vient d'entrer dans l'histoire. Aujourd'hui, le grand public est devenu familier des Dupond-Moretti, Collard ou Spinner, une génération d'avocats qui a grandi avec la télévision et en connaît tous les ressorts. Éric Dupond-Moretti, grosse voix et carrure de rugbyman. L'avocat pénaliste surnommé Akitator est devenu en quelques années une star des barreaux puis des médias. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin des médias, vous êtes extrêmement connu. D'ailleurs, je m'en vais. D'ailleurs, je me casse. Non, vous avez raison. Mais non, mais besoin des médias, il y a aussi l'intérêt que l'on peut tirer dans une affaire de la médiatisation. Il y a l'intérêt personnel, on parle de la médiatisation de l'avocat, mais ce n'est pas ce qui est important. Même si pour l'avocat, ce n'est pas une contingence subalterne. Ce qui est important, c'est ce qu'on peut en tirer pour le client, pour celui qu'on défend. Dans un quartier populaire. L'avocat lillois crève véritablement les écrans au moment de l'affaire d'Outreau. Je vous rappelle quand même qu'il y a un homme qui s'appelle Mourmand, qui est présumé innocent non plus à vie, mais à mort, et que cet homme s'est suicidé. Et je pense qu'il y a des gens qui doivent un peu regarder vers le ciel. Pascale Roberdiard est chroniqueuse judiciaire au journal Le Monde. Elle connaît bien l'homme pour l'avoir suivi sur de nombreuses affaires. J'ai fait un portrait de lui dans lequel j'écrivais que c'était l'artiste des prétoires, au sens où c'est vraiment le côté musical, quoi. C'est ça qui m'a...
Il fait des tournées, Dupond-Moretti. Dupond-Moretti, il va de palais en palais, de procès en procès pour plaider. C'est vraiment un plaideur. Et donc, il est toujours intéressant à regarder et à écouter plaider d'ailleurs, parce qu'il y a les deux, parce qu'il y a une espèce de présence physique qui est très très forte, et puis il y a une manière de prendre le pouvoir, sur l'audience, de prendre le pouvoir sur les jurés, d'aller les chercher, de convaincre. Il y a une violence en lui. C'est un spectacle. C'est un vrai spectacle. Deux mots d'abord, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés. Deux mots que jamais je n'aurais envisagé de prononcer si ce matin je n'avais pas fait l'objet des attaques inadmissibles de Monsieur l'avocat général. Bon, que vous n'aimiez pas les avocats médiatiques, on est quitte, je vous aime pas non plus. Éric Dupond-Moretti aux Assises, un document exceptionnel du réalisateur Olivier Pighetti. À Montpellier, l'avocat défend Fabrice Cusin, accusé d'avoir braqué une banque avec un bulldozer. L'avocat général vient de requérir à son encontre une peine de 18 ans de réclusion criminelle. Nous avons le même âge, Cusin et moi. Moi, je pourrais le traiter avec la condescendance des bourgeois en disant « mais ce type, finalement, c'est qu'un délinquant, un sale mec ». Je peux aussi me dire « mais si j'avais vécu ce qu'il a vécu, qu'est-ce que je serais devenu ?» Et il ne faut pas avoir fait l'école nationale de la magistrature pour comprendre ça. Est-ce que vous n'êtes pas, mesdames et messieurs, le fruit de votre histoire? Pas que cela, évidemment. Mais aussi ça. Il y a un des deux gendarmes qui m'a filé une photo de Cusin quand il avait 20 ans. Avec des cheveux, hein. Vous avez eu des cheveux. Et on voit, il suffit de la voir la photo, que c'est un gamin... c'est un gamin qui est malheureux. Pour une fois, Éric Dupond-Moretti n'a pas réussi à convaincre les jurés. Fabrice Cusin écopera de 14 ans de prison. Sa naissance médiatique, Éric Dupond-Moretti, la doit à cet homme, Michel Marie, journaliste depuis 32 ans à l'hebdomadaire, Le Nouveau Détective. Leur première rencontre remonte à 1985. À l'époque, le jeune avocat cherche surtout à se faire connaître. Un matin, je reçois un coup de téléphone d'un avocat lillois qui s'appelait Éric Dupond-Moretti, qui m'a dit voilà, j'ai un dossier qui pourrait vous intéresser. Il avait une bonne voix et je lui ai dit écoutez, si vous avez l'occasion de passer à Paris, venez me voir, je suis à Levallois-Perret. Et contre toute attente, le lendemain, à midi moins le quart, le téléphone sonne sur mon bureau et il me dit voilà, c'est Maître Dupond-Moretti, je suis à Paris. En fait, j'étais venu exprès. Exactement. Et ça, on l'a su après. Et bon, il n'était pas comme aujourd'hui, il était un peu plus mince, un peu plus de cheveux. C'est la réécriture de l'histoire. Et puis voilà, puis on est devenus très copains dans un premier temps, et puis amis ensuite, voilà. Et puis j'ai vite réalisé aussi que son journal, pour dire la vérité, était un journal très lu en prison. On lit plus détective qu'on ne lit le journal Le Monde en tôle. Voilà, et alors bon, Michel, évidemment, quand j'avais le contact, je l'ai appelé pour un certain nombre de dossiers que je plaidais. Il est venu et effectivement, il est l'auteur des premiers papiers me concernant. En 25 ans de barreau, l'avocat est devenu le champion incontesté du nombre d'acquittements. Il vient d'en totaliser 90. J'en suis à la fois très fier, et à la fois je m'en défie parce que je veux pas que les gens qui me désignent pensent que l'avocat est un magicien. J'ai mon lot d'échecs et il est extrêmement important. Bien sûr que j'ai cette comptabilité, mais on en a fait quelque chose que je ne voulais pas, mais maintenant c'est aussi le risque de la médiatisation, on maîtrise évidemment pas tout. Hein. Alors, communiquer ou ne pas communiquer avec la presse? Chaque avocat a sa propre stratégie, mais rares sont ceux qui refusent de s'exprimer sur les dossiers qu'ils ont à défendre.
Jean-Marie Charon, chercheur en sociologie des médias au CNRS, connaît bien les liaisons troubles qui unissent les hommes de loi et la télévision. On peut dire qu'il y a des avocats, par exemple, qui sont très tôt dans la médiatisation. Je pense que quelqu'un comme Gilbert Collard, c'est quelqu'un qui va très vite, lorsqu'il reprend un dossier ou lorsqu'il prend un dossier, très vite va mobiliser les médias. Il le fait souvent de manière extrêmement tonitruante. Le Canard enchaîné m'a surnommé l'avocat taudique. Alors si l'avocat est bon, s'il a appris qu'en télé, on peut délivrer un message, pas deux, le faire dans un langage concret, si possible en utilisant des figures de style qui frappent, comme l'oxymore, hein, l'opposition de termes contradictoires, comme le soleil noir de la mélancolie, hein, il peut être très efficace. Un avocat qui ne saurait pas communiquer, il faut qu'il change de métier. Hein. Donc s'il arrive à convaincre, son métier est de convaincre. Donc par définition, il doit convaincre des juges, donc convaincre des journalistes, c'est encore plus simple. Donc effectivement, la parole est facile, et puis en plus, comme on dit dans notre jargon, ce sont de bons clients. Parce qu'un avocat, il va avoir le sens de la formule, en une petite phrase, il va vous rendre une atmosphère, il va vous présenter un dossier, il va vous présenter son client, donc c'est formidable. Voilà, Espérons que la Société Générale ne va pas continuer à cacher des éléments. L'instruction n'a pas été faite à charge et à décharge. Les avocats ont vite compris qu'ils n'avaient que quelques secondes pour avoir une chance de passer aux 20h. Au journal télévisé, un procès, vous devez le résumer en 1 minute 30, 1 minute 40, 2 minutes. Donc la phrase que vous allez prendre de l'avocat, c'est pas seulement le bon mot. S'il y a un bon mot dedans, tant mieux, mais avant tout, la phrase sera celle qui va le mieux expliquer les choses, le mieux faire le balancier entre la défense et l'accusation, par exemple. Et c'est ça ce qu'on va aller chercher en priorité. C'est un monde de fous. On est en train de se déconnecter du champ classique de la liberté d'expression. Comment voulez-vous exprimer librement, intelligemment, une opinion en 6 secondes? Vous le faites pourtant. Oui, je le fais parce que je ne peux pas faire autrement. Pour un jeune avocat, réagir dans l'urgence n'est pas chose facile. Thibaut de Montbrial en a fait l'apprentissage en 1998 pendant le Tour de France. Cette année-là, il est plongé dans une tempête médiatique liée au scandale du dopage de l'équipe Festina. Il a dépassé le simple cadre de l'équipe jusque-là, numéro 1. Il est alors le défenseur de Bruno Roussel, directeur sportif de l'équipe de Richard Virenque. Mis en examen, Roussel finira par passer aux aveux et reconnaître l'utilisation de produits dopants au sein de son équipe. De l'art d'être un communicant tout en maîtrisant le code pénal. Monsieur Roussel a donc avoué, donc il a changé de position, et comme je savais que ces aveux allaient avoir des conséquences en chaîne terribles, j'ai eu l'intuition qu'il était essentiel de cadrer la com et donc de faire un communiqué avec lui. Et on a travaillé au mot près un communiqué que j'ai ensuite été lire devant la meute. Et ce communiqué a cadré les aveux de Roussel tels que je souhaitais qu'il le soit par la presse. L'objectif était d'optimiser les performances sous strict contrôle médical. Il est absolument essentiel, dès lors qu'on fait le choix stratégique de communiquer, d'essayer d'imposer la base de la communication. Vous êtes dans l'action et pas dans la réaction. L'actualité judiciaire. Racontée comme un feuilleton, elle transforme parfois les marches du palais en plateau télé. L'interdiction des caméras dans les salles d'audience oblige les journalistes à recueillir les informations à la sortie des prétoires. Et lors de procès très médiatisés, se pose la question de la sérénité des débats. Nous avons 2 procès. Le procès à l'intérieur du prétoire qui parfois semble ne plus intéresser grand monde, n'être qu'un prétexte à débat, à cet autre débat qui se passe en dehors des murs et où se déroule une confrontation de points de vue que j'appellerais une sorte de procès médiatique. Le procès à l'extérieur est souvent extrêmement agaçant parce que vous avez une mise en scène, notamment que ce soit d'ailleurs de l'avocat de la défense, l'avocat de la partie civile, qui est une mise en scène qui ne correspond pas à la réalité de l'audience. Ils vont expliquer qu'ils ont marqué des points, ce qui est quand même souvent pas forcément la réalité telle que vous l'avez perçue. Ils vont reconstruire le procès à l'extérieur. Et c'est vrai que je pense que ça donne une vision très fausse.
c'est le résultat d'une société hyper médiatisée. C'est le résultat de cette volonté de tout savoir, de rendre tout public. L'avocat peut s'exprimer si, à mon sens, s'il défend une personne qui est attaquée injustement dans les médias. C'est même à lui de le faire. Mais il ne faut pas développer un procès parallèle qui doit avoir lieu dans le prétoire, qui est un des derniers lieux, le tribunal, avec une audience publique, où on peut s'expliquer contradictoirement, les deux parties étant là. Donc ce qu'on dit, c'est toujours dit sous le contrôle de l'autre qui vous accuse. Pour moi, c'est un vrai enjeu de démocratie, le procès. Enquête dirigée. Il arrive pourtant que la petite phrase à la sortie du prétoire remette en cause un verdict. Omar Haddad vient d'être condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Ghislaine Marchal. À l'issue de l'audience, son avocat, Maître Vergès, dénonce avec virulence ce jugement devant la presse. On vous lit la décision et vous dit c'est pas possible, je ne l'admets pas. Mais je ne l'admets pas, il faut alerter l'opinion. Les gens sont là avec leur micro. On se précipite. Il faut des phrases chocs qui touchent l'opinion tout de suite. Et je vais dire, il y a un siècle, on a condamné un innocent parce qu'il était un capitaine parce qu'il était juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Et là, le débat va partir. Certains vont m'approuver, d'autres vont me désapprouver, mais le débat aura lieu. Et la suite du débat, c'est une mesure de grâce. Petite phrase, grande conséquence. En 1998, une grâce partielle permet à Omar Haddad de sortir de prison après 7 années de détention. D'autres avocats se démarquent nettement de ces stratégies médiatiques. Comme Henri Leclerc, 54 années de barreau au compteur et défenseur acharné des droits de l'homme. Un avocat célèbre mais discret. Dans de grands procès importants et très médiatisés, je suis resté silencieux du début à la fin du procès. C'est aussi une façon de communiquer, mais qui ne plaît pas beaucoup aux journalistes, je dois vous le dire. Je m'interroge toujours, je me pose cette question, et je la pose d'ailleurs directement aux journalistes. Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Moi, je sais ce que vous attendez de moi, je sais quel est votre intérêt. Nous n'avons pas le même intérêt. Vous avez un intérêt, j'en ai un autre. Et je ne réponds à vos questions que dans la mesure où vous pouvez m'apporter quelque chose. L'avocat et le journaliste, une relation souvent ambiguë mais parfois une réelle amitié et surtout une cause commune à défendre, comme dans l'histoire qu'ont vécu Henri Leclerc et Lionel Duroy, unis dans la recherche de la vérité, alliés au nom de l'innocence d'un homme injustement accusé d'un crime odieux. Rappel des faits. Le 26 juillet 1988, Céline, 7 ans, est retrouvée violée et tuée à la Motte du Caire, village des Alpes de Haute-Provence. Son corps mutilé est découvert dissimulé sous un taillis à environ 1 kilomètre du café de la Poste tenu par son père. Très vite, on arrête d'abord Didier Gentil, un marginal de 29 ans surnommé le Tatoué, qui avoue le viol, mais affirme que c'est son complice qui a tué. Richard Roman, 33 ans, ingénieur agronome surnommé l'Indien, parce que lui aussi a un côté considéré comme marginal. Vivant dans une ferme en ruine dans la montagne, il élève des chèvres. Roman avoue d'abord, puis se rétracte. Pour l'opinion publique, Richard Roman est un coupable idéal. Maître Henri Leclerc, son avocat, est très vite convaincu de son innocence. Lorsque je dirai en cours d'instruction, au bout d'un certain temps, dans une déclaration que mon client est innocent, la presse même ne veut pas l'entendre. C'est extraordinaire. Quand je parle, j'ai des amis journalistes, à ce moment-là, je leur dis, écoutez, on ne peut pas continuer à dire des choses comme ça. Ils ne me croient pas, ils disent, c'est l'avocat qui le baratine. Celui-ci va pourtant trouver un allié en la personne de Lionel Duroy. À l'époque, il est grand reporter à l'événement du jeudi. Un accusé qui avoue et charge l'autre. Henri me dit, j'ai vraiment la conviction que Richard est innocent. On est pris dans un piège infernal, on a toute la presse contre nous, et les gens sont aveuglés par l'horreur du crime, et Henri pense qu'il n'arrivera pas à s'en sortir. Et en fait, ce que je comprends, ce qu'il me demande,
c'est d'aller là-bas, à la Motte du Caire, et d'enquêter, de refaire toute l'enquête, tout le dossier. Quelques jours avant la parution de l'article, dans un climat délétère, une reconstitution du crime est organisée au village. L'atmosphère est électrique. Les avocats de la défense et de la partie civile arrivent au bar où doit débuter la reconstitution. Je serai servi quand même dans l'affaire Roman par les médias le jour où, dans le village, les gens du village et la famille se livreront à mon égard et à l'égard des autres avocats qui étaient là à des violences. Au cours de cette reconstitution, Henri Leclerc va bien malgré lui se retrouver à la une de tous les JT. Maître Leclerc, qui défend Richard Roman, est blessé, ses vêtements sont arrachés. Donc les violences dont je suis victime à ce moment-là deviennent un fait, qui devient un fait médiatique. C'est extrêmement choquant, hein. Vous en avez les larmes aux yeux quand vous voyez ça, parce que les gens qui sont là, qui ne sont pas des gens méchants ni malhonnêtes, hein, ils sont persuadés qu'Henri Leclerc est complice d'un assassin et il essaie d'innocenter un assassin. Le défenseur de Didier Gentil reçoit un coup violent. La diffusion des images de l'avocat agressé scandalise la presse, le monde judiciaire, mais surtout le grand public. C'est le début d'un retournement de l'opinion. La parution quelques jours plus tard de l'enquête de Lionel Duroy viendra mettre un doute définitif sur la culpabilité de Richard Roman. On commence à avoir des premiers papiers qui disent que tout ça n'est pas verrouillé, que quand même il y a énormément de doutes dans ce dossier, etc. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où on introduit le doute, je pense qu'on a commencé à gagner la partie. Hein. Après 4 longues années de détention, Richard Roman est enfin innocenté. Didier Gentil est le seul coupable du meurtre de la petite Céline. Et cette affaire, Richard Roman, elle continue 20 ans plus tard à vous rattraper régulièrement, comme si elle avait marqué d'une manière presque indélébile votre existence. Oui, oui. Et puis j'ai reçu, juste avant que vous veniez, hein, c'est vraiment un hasard, j'ai reçu il y a 4 jours une lettre de la maman de Richard. Cher Lionel Duroy, cher journaliste préféré, ce petit mot pour vous dire combien j'ai été surprise et heureuse de vous voir à la télé il y a 8 jours. Grâce à vous, on a pu sortir de cette affreuse affaire où la méchanceté contre Richard nous avait embarqués. Et grâce à Henri Leclerc également, je ne l'oublie surtout pas. Richard Roman est décédé en juin 2008. Il avait 49 ans. Richard repose dans le cimetière d'origine du village de ma famille. C'est en plus un coin ravissant et je le sens tellement mieux dans cette paix. Voilà, un peu de passé qui vous fait coucou et qui vous rappelle à notre amitié et souvenir. Je vous embrasse. L'homme de loi et l'homme de presse, une collaboration exceptionnelle qui a réussi à venir à bout d'une grave erreur judiciaire. Jacques Vergès, de tous les avocats médiatiques, voici le plus grand. Ses combats politiques, son goût de la provocation et du mystère ont bâti sa réputation. Un maître international en stratégie de communication, de la guerre d'Algérie à Klaus Barbie en passant par Carlos ou Pol Pot, il fascine. Médiatisation absolue. En 2007, le cinéaste Barbet Schroeder braque sa caméra sur ce personnage énigmatique. M. Barbet Schroeder m'a dit, je voudrais faire un film sur vous, mais je voudrais être seul responsable des témoins, seul responsable des documents et seul responsable du montage. Et j'ai dit oui. De toute évidence, il voulait me piéger. Et de toute évidence, j'ai pensé que c'est moi qui le piégerais. Parce que s'il fait un film sur moi, je devrais apparaître dans ce film. Et les gens verront que je n'ai pas 2 petites cornes sur le front et une langue bifide. Ils me jugeront d'après mes paroles et non pas d'après les paroles qu'on me prête. Et effectivement, je conseille à tout le monde de voir le film. Parce que dans le film, j'apparais tel que je suis, je crois, humain. Une carrière qui démarre ici en 1957 au tribunal d'Alger et déjà un goût immodéré pour les petites phrases assassines. Quand les gens criaient « le chinois », dire, Monsieur le Président, devrais-je dire à ces gens que pendant que leurs ancêtres bouffaient des glands dans la forêt, les biens construisaient des palais.
L'avocat épouse la cause anticolonialiste du FLN, des combattants qui revendiquent l'indépendance de l'Algérie. C'est là que Jacques Vergès invente un système de défense qui le rendra célèbre, le procès de rupture. Quand je ferai partie du groupe des jeunes avocats désignés pour la défense des prisonniers du FLN, nous allons jouer à fond sur cette médiatisation. Dans nos plaidoiries, qui en apparence s'adressent aux juges, nous nous adressons en fait à la presse. C'est ce que j'ai appelé le procès de rupture. C'est un procès où l'accusé se réclame de valeurs qui ne sont pas celles des juges. Autrement dit, l'accusé devient l'accusateur du pouvoir en place. C'est l'accusé qui dit « je suis algérien » et le juge qui dit « vous êtes français ». L'accusé qui dit « le FLN est une organisation de résistance » et le juge dit « c'est une association de malfaiteurs ». Aucun dialogue n'est possible. Défendre l'indéfendable, une ligne qu'il s'est toujours fixée en plaidant la cause de terroristes et de dictateurs à travers le monde. Son fait d'armes le plus célèbre, la défense du nazi Klaus Barbie pour un procès historique à haute tension. L'audience est ouverte. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît. Un tournant dans sa carrière, Vergès devient l'avocat du diable. Je ne cherche pas l'unanimité. Je ne cherche pas le consensus. Je ne sers pas la pensée unique. Je fais ce que j'estime en tant qu'avocat devoir faire. Un homme est poursuivi pour les motifs les plus graves. Son procès va nous permettre de jeter un coup d'œil sur une situation dans l'histoire de France extrêmement importante. Je vais accepter. Lorsqu'il a décidé de défendre Barbie, après avoir été l'avocat du FLN, il vient nous dire, il vient dire à la justice française: vous êtes magistrat aujourd'hui, vous allez juger Barbie, mais vous étiez déjà magistrat sous Vichy et vous jugiez les résistants à ce moment-là. Il est en train de rappeler à la France d'où elle vient. Ils n'étaient pas tous résistants en France. Lui, il l'était pendant la guerre de 39-45. Hein. Il était un des rares. Des postures qui agacent ses adversaires, d'autant plus qu'à chaque nouveau procès, ces provocations attirent les télévisions du monde entier. Un jour, un journaliste me disait « Maître, vous aimez les affaires médiatiques ?» Et je lui répondais « Pour les meilleures raisons du monde, puisque les médias s'y intéressent. » Et en effet, les affaires qui intéressent les médias, qui intéressent l'avocat, ce sont des affaires qui posent un problème de société qui intéresse tout le monde. Vous n'allez pas faire une affaire médiatique pour une querelle absolument absurde dans un village entre un épicier et un client qui n'a pas payé sa consommation de café. Il manquait à Jacques Vergès une dernière expérience pour jouer avec le public. À 85 ans, l'avocat passe du barreau aux planches. Serial plaideur, un texte écrit et interprété par le maître en personne. Un monologue en forme de testament. Vous vous demandez peut-être si la place d'un avocat est au théâtre ou au palais de justice. Je suis encore plus à l'aise que devant un tribunal. Parce que dans un tribunal, il y a 3 personnes. Elles ont lu le dossier, elles ont déjà leurs idées, toutes faites quand vous plaidez. Et vous avez à défaire ces idées-là. Et ce soir, sur la scène du théâtre de la Madeleine, 2 heures durant, l'homme de loi est venu plaider ses causes. Mais nous, avocats, nous cannibalisons nos clients. À l'un, je prends son courage, à l'autre sa lâcheté. À l'un, je prends sa vertu, à l'autre son vice. Et je peux alors regarder le monde mieux qu'avec mes 2 seuls pauvres yeux. Un monde de double, de leurre et de miroir, où ma vie se confond, enfin, avec celle de tous les hommes. Standing ovation pour un homme aujourd'hui reconnu comme un très grand avocat, mais aussi une figure médiatique d'un temps révolu qui incarne le souvenir d'une splendeur judiciaire. Avec l'avènement d'Internet, les cartes de la médiatisation sont redistribuées et c'est une nouvelle génération de défenseurs qui voit le jour. Voici Maître Éolas, derrière ce pseudo, l'un des hommes les plus médiatiques du barreau de Paris. Médiatique et pourtant anonyme. Sur le net, plus de 15 000 aficionados visitent chaque jour son blog, le journal d'un avocat. Le net, un lieu de libre parole. J'ai coutume de dire que je suis l'anonyme le plus connu de France.
Quand j'ai ouvert ce blog au début, je pensais que je culminerais à quelques centaines de lecteurs par jour, ce qui serait déjà un forum de discussion très agréable, mais je ne m'attendais absolument pas à ce que ça prenne de telles proportions. Je ne voulais pas en faire un endroit pour me faire de la pub, pour faire la promotion de mon activité professionnelle, c'était véritablement en dehors. Alors, blog ou pub? Officiellement, la loi interdit aux avocats comme aux médecins de faire de la publicité. Avec Internet, espace difficile à contrôler, la question préoccupe de plus en plus le Conseil de l'Ordre. Sur le terrain de la publicité, nous sommes en train de créer notre doctrine. Le public, s'il tape avocat et qu'il tombe sur Maître X finalement va devenir l'incarnation de l'avocat, ce qui est tout de même bien excessif, quelles que soient les qualités de ce confrère. Tapez avocat sur un moteur de recherche et vous êtes aussitôt dirigé vers des cabinets très identifiés. Aujourd'hui, l'Ordre des avocats autorise, sous son contrôle, la mise en ligne de sites. Entre information et publicité, les limites ne sont pas toujours très claires. En France aujourd'hui, la publicité pour les avocats ressemble à ça. J'ai reçu une contravention, un flash, 132 km/h sur l'autoroute avec cet engin-là. Et depuis, j'ai des relances toutes les semaines. Je commence à en avoir marre. Toutes les semaines, ils me relancent. Bien loin de ce que l'on peut voir tous les jours sur les écrans américains. Un système totalement dérégulé où les hommes de loi draguent la clientèle sans aucun état d'âme. Call Burger & Green now. Call me now. Call the number on your screen. Call Lowell, the Hammer Stanley, right away. Le fait qu'un avocat se vende comme on vend un produit commercial me choque. En France, heureusement, ce genre de spot fait encore rire. La publicité pour les avocats viendra, les avocats se vendront comme une marque de lessive. Je pense que l'avocat qui a le plus de clients, c'est celui qui gagne le plus d'affaires. Il n'y a pas de publicité non plus dans la presse écrite, il n'y a pas de petites annonces, etc. Il n'y a pas d'encart publicitaire. Donc, pour un avocat pénaliste qui doit trouver des clients parmi des détenus qui sont en prison ou parce que les gens ont des soucis, qu'est-ce qui existe comme moyen de se faire connaître? Forcément la presse. Nous sommes des agents de publicité pour les avocats. Un avocat qui fait 30 secondes ou 20 heures, voilà, il a une notoriété fantastique et il a surtout une notoriété à un endroit très précis pour les avocats qui sont les prisons. Le réservoir de clientèle des avocats, il est en prison. Donc plus on le voit à la télé, plus sa notoriété est grande et plus possiblement il a de la clientèle. Moi jamais personne ne m'a dit « je vous ai vu dans tel journal, je vous désigne ». Bien sûr. Mais évidemment que ça contribue, bien sûr, ça c'est une évidence. La carrière d'un avocat, en particulier au pénal, elle se fait aussi grâce à la médiatisation. Au-delà des JT, ce sont les plateaux télé qui offrent d'excellents moyens d'occuper le terrain aux heures de grande écoute. Maintenant, Maître Gilbert Collard. Gilbert Collard, l'avocat télégénique par excellence. Il s'est bien souvent fait rattraper par la loi du genre, le divertissement. Bonsoir. Bonsoir. Tout le monde parle de vous, mais je vous avertis, si vous parlez trop, parce que vous êtes avocat, hein, bon, c'est ce qui va vous arriver. Tu parles trop, j'entends du soir au matin les mêmes... Voilà. Aller dans n'importe quelle émission, accepter un talk show, je ne suis pas prêt à faire ça. Je revendique le fait d'être un avocat médiatique, mais je ne veux pas être un avocat médiaphile. Je veux dire que la médiatisation pour la médiatisation, c'est quelque chose... Je suis pas prêt à faire n'importe quoi. Certains revendiquent haut et fort leur présence médiatique. C'est le cas d'Éric de Caumont, incontournable dès lors qu'il s'agit de défendre les automobilistes. Sur son site, impossible d'échapper à son impressionnant curriculum télévisuel. Accro à la télévision depuis 26 ans, il en a quasiment fait un deuxième métier. Aujourd'hui, il vient rejoindre dans les studios de RTL son vieil ami Julien Courbet, le grand défenseur des consommateurs devant l'Éternel. C'est pas moi qui ai eu la volonté de me dire il me faut absolument des avocats, j'aurais pu prendre des responsables d'associations, mais ils sont venus, ils ont su s'emparer du média et ils ont su y nager comme un poisson dans l'eau et voilà. Je suis intimement persuadé que nous avons rendu à la profession un service, que des campagnes de publicité qui coûtent des millions d'euros à la profession ne peuvent pas réaliser de la même façon.
Certains disent ils se font de la pub pour leur cabinet alors qu'ils ont... Avant qu'ils vous répondent, excusez-moi, faire de la pub, ça voudrait dire... Voici Maître de Caumont, 24 rue Planchon à Paris, horaire d'ouverture 9h, 17h, prix pour 2 affaires traitées. Est-ce que vous entendez faire ça? Je reçois un invité. C'est comme celui qui, à la sortie du tribunal, maître, comment ça s'est passé? Et voilà, qui est entouré de tous les journalistes et qui, en général, regarde bien où sont les caméras. Mon client dans cette affaire... Là, il se fait de la pub. Celui qui passe aux 20h, il se fait de la pub. Celui qui passe sur France Inter, il fait de la pub. La plus grande consultation instantanée de France. C'est parti pour 2 heures de direct avec pas moins de 3 avocats au micro. Chaque matin, le show radiophonique rassemble 2 millions d'auditeurs et bat à plate couture tous ses concurrents. Très loin de la solennité des tribunaux, les affaires sont traitées dans la bonne humeur. Est-ce que c'est vraiment à Sandrine de payer, Maître de Caumont? En aucun cas. Bonjour Sandrine. En aucun cas, c'est à Habituez-vous une fois pour toutes, Maître de Caumont, à d'abord dire bonjour et ensuite continuez votre phrase. Voilà, Sandrine, très sérieusement. Premier cas, Sandrine, une auditrice se plaint d'un contrôle technique invalidé. Pot de terre contre pot de fer et grosse ficelle. Les rigidités de l'administration française sont souvent épinglées. Le guichet carte grise de la sous-préfecture est ouvert du lundi au vendredi, sauf le mercredi, de 8h45 à 11h45. Et de 13h à 15h30. Nous sommes pile dedans. Notre accueil téléphonique est momentanément indisponible. Voilà. Vous pouvez rappeler seulement. L'administration, mesdames et messieurs. L'affaire suivante est un grand classique, une histoire de pension alimentaire impayée. C'est au tour de maître Novakovic de déployer tout son savoir-faire sur un ton péremptoire qui fait toujours un tabac. Il vous doit à ce jour 4 400 € qu'il refuse de payer car il dit ne plus avoir de ressources alors qu'il possède un véhicule neuf. Il vous doit combien par mois? 200 € par mois. D'accord. Alors, Maître Novakovic. Ce qu'on reproche à ce monsieur, et ce que madame reproche à ce monsieur... de tourner le dos, voilà, au au lieu de prendre en charge et de prendre ses responsabilités, ce monsieur se permet de ne rien régler. Bon. Il a des enfants, il doit les assumer. Valérie, nous allons donc essayer de le joindre dans quelques instants pour qu'il nous donne en tout cas sa version des faits, ce qui me semble être la moindre des choses. C'est comme dans un tribunal. Quand on plaide aux assises, qu'est-ce qu'on fait? On communique avec des jurés, on essaie de les convaincre. Ça marche bien ces émissions parce que d'abord ça fait pleurer dans les chaumières, puis surtout on est vachement efficace. Parce qu'en 10 minutes c'est réglé, alors que devant le tribunal d'instance il faudrait 2 ans et demi pour que ce soit réglé. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Donc toutes les recettes sont là pour que ça marche. Mais c'est d'un populisme que je trouve absolument dégueulasse. Non, moi je trouve ça gerbé. Ils peuvent me donner 10 millions de dollars pour que j'aille... là, je refuse. Cette image vulgarisée de l'avocat continue à réunir les suffrages du grand public. Julien Courbet a voulu nous en faire la démonstration. Non, il est un peu passé, vous tapez 2. Attention, il y a la télé. C'est parti, vous votez, on se retrouve juste après ceci. Les spectateurs munis de zapettes sont appelés à juger leurs avocats fétiches. C'est un peu la Star Academy des avocats. Oh là là 100% de oui, Maître de Caumont. Vous êtes donc certifié avocat, ça peut vous arriver. Remercions Maître Fellono, Maître Novakovic. Mais loin des petites affaires du quotidien, les avocats utilisent aussi les médias pour faire avancer des causes plus nobles. Par exemple, pouvoir assister son client en garde à vue dès la première heure. En cette fin d'hiver 2010, l'occasion va se présenter pour eux de porter ce combat sur la place publique. Un représentant d'un syndicat de police profère des accusations graves sur l'intégrité des avocats. L'offensive démarre avec un tract assassin, suivi d'une intervention radiophonique du numéro 2 du syndicat. C'est une offensive marchande des avocats à laquelle on assiste aujourd'hui. Les avocats ne travaillent pas gratuitement. C'est pour une prestation tarifée qu'ils veulent intervenir. Donc vous dites que vous, c'est pour l'argent, hein? J'étais choqué par les mots qui ont été utilisés. J'étais choqué parce que ces mots étaient des mots faits pour blesser. C'était des mots qui étaient faits pour ravaler la profession d'avocat, justement, pour dire vous n'êtes que des commerçants, vous n'êtes que des gens qui vendaient votre soupe, le reste vous vous en foutez. Choqués par l'attaque, les avocats portent plainte pour diffamation contre le syndicat. L'auteur des propos a réussi à trouver un défenseur. À la veille du procès, il règle sa stratégie de défense avec Thibaut de Montbrial. Ils vont vouloir t'amener à la provoque. Ils vont essayer de te faire péter les plombs. Toi, tu as le calme des vieilles troupes. Sur les plateaux télé, ils ne sont jamais arrivés. Ils vont pas y arriver là.
Vous n'êtes pas contre les avocats en garde à vue, que vous n'êtes pas... Les membres du syndicat de police que je défends dans ce dossier étaient en campagne électorale dans le cadre des élections syndicales à la police. Donc le document de campagne dont on parle, c'était pas un document destiné au grand public, c'était un document destiné à la population policière. Mais ça reste quand même dans le cadre d'une polémique qui, à mon avis, aurait pu nécessiter qu'on en discute tranquillement dans un colloque, dans un débat télévisé. Enfin, vous voyez, il y avait des tas d'autres enceintes naturelles pour en discuter que le tribunal. Mais les avocats ne l'ont pas entendu de cette oreille. L'occasion est trop belle de faire en réalité de ce procès celui de la garde à vue. On n'attaque pas les avocats impunément. Pour une petite affaire de diffamation, toute la presse est convoquée. L'artillerie lourde est de sortie, pas moins de 6 ténors du barreau sont dépêchés. Seul contre tous, Thibaut de Montbrial est dans une position inconfortable. Tu sais qu'on a parlé de toi hier, Ah bon pas en mon père, non? Ah bon? Ouais. Et Corinne Dreyfus-Schmitt, présidente de l'association des avocats pénalistes, met l'avocat en face de ses contradictions. Tu es membre de l'association. Voilà, c'est tout. Il y a un petit conflit d'intérêt quand même, que tu le veuilles ou non. Je crois que l'un des slogans de l'association, c'est les défendre tous. Non, mais non, c'est pas assez. Non, attends, C'est plus compliqué que ça. Apparemment, c'est plus compliqué que ça. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. 3 jours de débat plus tard, l'opération de communication est réussie. Le policier Patrice Ribeiro est condamné à 1 euro symbolique pour ses propos diffamatoires. Mais surtout les avocats auront réussi grâce aux médias à informer le grand public sur les conditions de la garde à vue. Mieux encore, le sujet est aujourd'hui entre les mains du Conseil constitutionnel. Longtemps, les barreaux ont formé le vivier naturel du personnel politique. Gambetta ou Poincaré il y a un siècle. Plus près de nous, François Mitterrand ou encore Nicolas Sarkozy, tous furent avocats. Mais depuis quelques années, la tendance s'est curieusement inversée. Explication. On voit effectivement de plus en plus de politiques devenir avocats à leur tour. Au début, c'était un étonnement amusé, qui a laissé place à un étonnement tout court, parce que ça devient vraiment un effet de mode. L'un des tout premiers, ça a été Noël Mamère, mais depuis, c'est de plus en plus d'hommes politiques, avec même parfois les cas les plus étonnants. L'ancien garde des Sceaux, Rachida Dati, qui a demandé à prêter serment avec tout ce qu'elle avait dit sur notre profession. Ça nous a surpris et flattés, bien sûr, parce que ça voudrait dire qu'elle avait enfin réalisé ses erreurs. Rachida Dati, Noël Mamère, Dominique de Villepin, Frédéric Lefebvre, Jean-François Copé, François Barouin, pour ne citer que. Tous jeunes avocats, les cabinets recrutent ces nouveaux maîtres au carnet d'adresses bien fourni. Ce sont des métiers qui, tous les deux, sont des métiers, encore une fois, d'exposition au public. Ce sont des métiers qui sont des métiers de pouvoir, qui sont des métiers de parole, qui sont des métiers de communication et qui sont des métiers qui ont aussi en commun la violence des soirs de victoire et la violence des soirs de défaite. Je pense que les motivations de ces gens sont doubles. Il y a ceux qui ont besoin de trouver une activité accessible. Et puis il y a ceux qui cherchent à exploiter la notoriété acquise dans leur activité politique, les relations qu'ils ont pu se faire et l'entre-gens que ça leur a procuré pour gagner de l'argent. Et ça, c'est tout à fait méprisable. Si l'avocature devient les invalides pour des ministres qui n'ont plus la confiance de l'opinion, pourquoi pas? Mais alors là, je voudrais mettre en garde que cela ne soit pas une occasion de faire du trafic d'influence, de jouer d'un carnet d'adresses. Est-ce qu'il faudrait que les politiques, après avoir terminé leur mandat, leur fonction, fassent tout à coup, au nom de je ne sais quelle vertu, comme s'ils ne connaissaient personne et comme s'ils devenaient inutiles à la société? Vous savez, on a l'habitude de trouver de la suspicion partout. Je crois qu'il faut être plus simple. Noël Mamère a bien voulu répondre à nos questions. Député vert, ancien journaliste de télévision, il est inscrit au barreau de Paris depuis 2008, mais avoue une activité judiciaire bien mince. Je n'ai procédé qu'à 3 plaidoiries, encore elles étaient bénévoles à la demande d'amis, de confrères avocats.
Je n'ai pas monnayé mon carnet d'adresses. C'est-à-dire, je ne suis pas dans un grand cabinet d'affaires. Il y a un cabinet dans lequel, par exemple, qui a été chargé de préparer la privatisation de GDF. Bah, parlons clairement, vous pensez à M. Jean-François Copé. Oui, je pense à lui, oui, mais je ne pense pas qu'à lui. Il y a d'autres. Lui, c'est le plus voyant, j'allais dire le plus obscène. Malgré nos demandes répétées, ni Jean-François Copé, ni Dominique de Villepin n'ont voulu répondre à nos questions. L'intégration au barreau de ces hommes politiques fait toujours débat, car il en va de la crédibilité de la profession d'avocat. Moi, j'aimerais bien que Dominique de Villepin, Rachida Dati ou Noël Mamère viennent plaider avec moi une affaire de pédophilie. Une affaire dans laquelle tous les mots du serment de l'avocat prennent une résonance. L'humanité, la dignité, ça reste quand même un monde de combat judiciaire. C'est ça le plus important. Bah pour moi, oui. Ouais. Sinon, je ferais autre chose. Sinon, je ferais du lobbying.